nous avons souhaité présenter au public cette figure qui peut être un peu mystérieuse. Tout le monde connaît la collection Budet, la librairie Guillaume Budet à Paris, mais peu savent ce qu'il était, même quand il a vécu. Je précise qu'il est né en 1468 et qu'il est mort en 1540. Et très très peu de savants connaissent les ouvrages écrits par Budet. Alors l'œuvre de Budet, pour nous, ce sont essentiellement trois massifs: les annotations au Pandecte, le DAC, c'est-à-dire un livre sur l'économie antique, sur l'as, la monnaie et ses fractions, et les commentaires de la langue grecque. Ces trois livres ont été trois petites révolutions dans l'histoire lettrée de la Renaissance, et c'est grâce à ces trois livres qu'il est devenu l'humaniste français le plus déterminant de son temps, et on pourrait même dire, dans la France de la Renaissance, l'humaniste préféré de votre humaniste préféré, à savoir Rabelais, Du Bellay, Toussaint, Henri Étienne, Robert Étienne même. Voilà pourquoi il était de son vivant une sorte de légende, une sorte de mythe qu'il avait lui-même travaillé à écrire en se présentant comme un pionnier en toutes études, et notamment dans la redécouverte du grec de son temps, en particulier sous François Ier et avec le soutien du roi. Il était ami d'Erasme, de Thomas More, donc il est contemporain de grands esprits de cette Europe lettrée. Il est aussi contemporain de Léonard de Vinci, qu'il a sûrement pu croiser dans les couloirs de la cour. Il est contemporain de Machiavel, qui était en mission en France, justement dans les années où Budet était jeune. Donc c'est quelqu'un qui appartient à cette époque dorée de la Renaissance. C'est un homme engagé. C'est un homme qui a voulu révolutionner la politique culturelle de la France. C'est un homme qui s'est toujours battu pour que le roi, notamment, le pouvoir politique, non seulement protège en grand mécène les poètes, les artistes, les sculpteurs, les architectes, mais aussi les scientifiques. Et c'est quelqu'un qui s'est battu longtemps pour obtenir un collège royal, un collège protégé vis-à-vis de la Sorbonne, parce que la Sorbonne pouvait, à cette époque-là, en tant que faculté de théologie, être dangereuse. On le sait très bien par Rabelais et par l'histoire de cette époque. Donc, un collège de savants protégé par le roi, qui va bientôt s'appeler Collège royal, avec des lecteurs du roi, et qui est l'embryon de l'actuel Collège de France. Budet, non seulement regarde vers l'Antiquité, mais il regarde aussi vers l'avenir, et il regarde vers son pays. Il est moins international qu'Erasme, il est plus enraciné à Paris, en France, auprès de la cour, etc. Et nous voyons encore aujourd'hui les fruits de son engagement. Il est à la base d'une école érudite française qui a fait merveille dans toute l'Europe savante, hein, jusqu'à l'avènement de la philologie allemande au XIXe siècle. On voit le Collège de France, qui est un collège à la fois littéraire et scientifique. C'est exactement ce que Budet souhaitait. Et puis, on voit la collection Budet, qui est très bien nommée, parce que Budet a lu pratiquement toute la collection Budet. C'est-à-dire qu'il est un dévorateur de livres. Il est vorace, et il a lu par le menu, et ça on le sait parce qu'il cite très précisément, des auteurs énormes, comme Athénée, Aristote, Tite-Live, voilà, des auteurs qui ont écrit qui aujourd'hui sont représentés par de nombreux volumes de la collection Budet. Et lui, il les cite très précisément et très largement. C'est-à-dire, il n'a pas juste lu 3 chapitres par-ci, un livre par-là. Et donc le livre s'appelle L'Antiquité selon Guillaume Budet, et c'est un titre choisi à dessein, car l'Antiquité de Budet, ça n'est pas tout à fait notre Antiquité, dans le sens où ça n'est pas tout à fait l'Antiquité que nous traversons en partie, notamment dans des cursus de lettres classiques. Car comme l'a dit Luigi, l'Antiquité de Budet, c'est toute l'Antiquité. Toute l'Antiquité de l'époque archaïque, c'est-à-dire d'Homère, jusqu'à une époque tardive qui est celle de Marcianus Capella, voire celle d'Isidore de Séville. Pour lui, l'épicentre, c'est plutôt la période complexe et tardive de constitution du digeste. En effet, il est juriste. C'est plutôt les grands corpus encyclopédiques comme Pline, comme Vitruve. Et
cela permet de regarder l'Antiquité de manière extrêmement différente. Il y a une différence dans le sens où nous sommes plutôt, comment dire, inspirés et charmés par des époques classiques et archaïques. Hein, les grands poètes lyriques, les tragiques ou les grands discours du IVe siècle, Platon, etc. Bon, Budet connaît tout ça, mais il me semble qu'il trouve son miel surtout dans les époques tardives, parce que ce sont des époques un peu comme celles des humanistes. C'est-à-dire que ce sont des époques où les auteurs reprennent la grande tradition, la ressassent, la recopient, la condensent. Hein. Donc là, il va trouver beaucoup d'éléments. Par exemple, chez Athénée, il y a des milliers de citations d'auteurs plus anciens. Donc c'est une antiquité qui va s'échelonner entre le IIe siècle après Jésus-Christ et l'époque de Justinien, qui regarde aussi vers l'arrière, donc qui colporte des morceaux d'antiquité plus antiques, si je puis dire, mais d'autre part, c'est une époque étonnamment moderne. C'est-à-dire que ce qui nous fascine, c'est le côté peut-être un peu folklorique des rites à Athènes, des célébrations, des rituels, et puis de cette obscure clarté qu'est l'Antiquité archaïque. Alors lui, il connaît ça, il connaît Homère sur le bout des doigts, il le cite, etc. Mais ce qui l'intéresse, c'est la phase moderne de la civilisation antique. La phase qui a des architectures complexes, des aqueducs, des structures juridiques, financières, bancaires très complexes, et parce que ça l'aide à repenser le monde tardo-médiéval dans lequel il habitait, dans lequel la France était plongée, pour voir comment innover. Donc c'est une antiquité qui, paradoxalement, lui suggère des choses modernes. Et j'insisterai sur une chose, Budet c'est aussi un écrivain en latin et un écrivain de grand style, ça n'est pas simplement un érudit. Et c'est peut-être parfois la difficulté de son texte qui a fait qu'on ne l'a pas affronté directement, mais comme l'a dit Marc Fumaroli, Budet c'est une sorte de Michel-Ange de la prose néo-latine. C'est donc un écrivain artiste, et en cela aussi, il gagne à être redécouvert par exemple dans ce livre qui est un livre à nul autre pareil, qui est le DAC, dont nous faisons l'hypothèse qu'il est peut-être la première monographie érudite de l'histoire moderne. Et en cela aussi, en écrivain, Budet gagne à être redécouvert. D'autre part, évidemment, Budet, il est chrétien. C'est un grand chrétien et c'est une époque de grande sensibilité religieuse. Hein, on est entre Savonarole et Luther. Hein. Donc Budet est évidemment passionné par la Bible en grec. Donc la Bible, la critique de la Vulgate, de la Bible en latin, grâce au texte grec, puis les pères de l'Église. Tout ça lui est très familier, lui est très cher, et aussi une sorte de pensée théologique de l'Antiquité qui le fascine aussi, et qui va être importante aussi pour la culture française, hein, puisque la France a beaucoup étudié les pères de l'Église grecque, notamment en fonction anti-luthérienne, enfin, dans le débat religieux de cette époque-là. Donc ça, c'est encore un ingrédient avec les éléments techniques et les éléments juridiques qui, malheureusement, sont absents du savoir antique d'aujourd'hui, et que Budet nous restitue d'une manière très brillante. On a essayé de le rendre avec brio dans le livre, mais c'est Budet qui a fait le travail. Voilà. Alors 2 mots peut-être peuvent résumer Budet et sont à l'époque de Budet comme ses signatures. D'une part le mot encyclopédie qui nous est très familier. Les dictionnaires savent que la première occurrence imprimée du mot encyclopédie se trouve chez Rabelais. Mais la première occurrence connue dans un manuscrit français se trouve dans l'Institution du Prince, ou le manuscrit qu'on appelle ainsi, qui est de Guillaume Budet. Et encyclopédie, c'est un mot qui devient une signature de la manière dont Budet veut envisager l'Antiquité en fermant le rond des sciences ou des disciplines, comme dira bientôt Du Bellay. Et donc c'est un auteur qui se veut encyclopédique dans un sens qui n'est pas encore tout à fait le sens moderne de l'encyclopédie, réduit à un dictionnaire encyclopédique, mais qui dit l'ambition totalisante, pluridisciplinaire, on dirait aujourd'hui, de Budet. Le deuxième mot, ce serait certainement philologie. Philologie qui est un terme qui devient une véritable signature, lui aussi, chez Budet, notamment parce qu'il donne en 1532 à l'un de ses livres le titre De Philologia.
Et Budé, de son temps, a véritablement incarné la philologie, la pratique philologique, au point que tous ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire la grande école d'érudition gréco-latine française, puisque dans la deuxième partie du XVIe siècle, les plus grands savants en matière d'antiquité sont français, eh bien toute cette école doivent énormément à Budé et ont lu ces lettres grecques notamment, en particulier les 2 lettres qui encadrent les commentaires de la langue grecque et qui appelaient à une relève, à une suite des études en grec. Eh bien, cet appel a été entendu et il faut rappeler que, voilà, après ou à partir du règne de François Ier, la grande érudition européenne devient française, notamment grâce à l'imprimerie, à la faveur royale, au Collège royal, et cela, on peut imputer à Budé une grande responsabilité dans ce mouvement culturel. Budé est sensible à l'aspect matériel des livres et il est contemporain de l'éclosion, de la floraison de l'édition française à la Renaissance. Et ça, je crois que c'est un point à souligner parce que Budé était très proche des imprimeurs. Voilà. Donc, ces derniers grands livres sont imprimés par Robert Estienne, oui, qui est le grand imprimeur parisien de son temps à l'époque. Il est à la fois père de l'érudition, mais il a aussi accompagné et même, j'ai envie de dire, favorisé la belle imprimerie française du XVIe siècle. Et c'est un grand amateur de livres imprimés parce que parmi les nouveautés du livre, il y a la reconstitution de sa propre bibliothèque à partir des exemplaires que lui-même avait dans son cabinet de travail. Et il avait une manière très singulière, très à lui, d'annoter ses livres. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de retrouver ces livres un peu partout dans le monde. Et ça, c'est une nouveauté du livre parce que savoir quelles éditions Budé a consultées, cela permet évidemment, et c'est capital à cette époque, de savoir sur quel texte exact il travaillait. Et pour le grec, par exemple, souvent, il n'y avait qu'une ou 2 éditions disponibles. Souvent l'édition Princeps ou une 2e édition. Et cela, ça nous met au contact très intimement de Budé au travail. Et Budé au travail, c'est un océan de notes, de carnets, de renvois de livre à livre. Et entrer dans cet océan, alors ça n'est pas tout à fait facile, on ne peut pas y aller tout à fait à la rame, mais on découvre énormément et on voit qu'il travaille avec autour de lui absolument tous les auteurs de l'Antiquité. Et ça, c'est véritablement fascinant. Et on a 7 éditions du DAC. C'est-à-dire que tout au long de sa vie, entre 1515 et l'année de sa mort, il relisait, réécrivait souvent, corrigeait, ajoutait des extraits, allongeait des extraits déjà présents, mais qui, à son avis, pouvaient être améliorés. Et il les corrigeait aussi, les extraits. Donc ça veut dire qu'il relisait des livres ou qu'il avait de nouvelles sources. Et ça, c'est un travail, on continue, tout en continuant de produire d'autres livres. Donc il révisait ses propres livres et il continuait d'écrire. C'est une sorte de correcteur frénétique, que ce soit de ses propres livres ou des livres imprimés de son temps, grec ou latin, qui comportaient des coquilles ou des leçons non satisfaisantes. Et donc Budé, correcteur de lui-même, c'est véritablement une entrée dans son atelier, un atelier de philologue, peut-être maniériste, en tout cas d'écrivain et d'érudit. Et ça, quand on est au contact de ces livres, on a l'impression d'être avec le grand savant.